Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí, por habernos acompañado en el resto de este encuentro de Artes Vivas, segundo encuentro de Artes Vivas, que hemos llamado PATIO, que es el acrónimo de Performance, Art, Territory, Identity Observatory, pero más allá de ese acrónimo, lo que significa para nosotros un patio aquí en Andalucía, pues un lugar de encuentro, ¿no? De convivencia, de compartir, y eso es lo que ha estado sucediendo desde ayer hasta esta tarde y lo que queda de tarde, con artistas de primera fila, como la que vamos a tener aquí en breve, pero también con Regina José Galindo, Isidro López Aparicio. Muchas gracias a los dos por las piezas tan estupendas. A Tania Bruguera desde Nueva York, imaginaos qué cartelazo. A los alumnos de la Facultad de Bellas Artes, que junto con sus profesores Jesús Algobi, Paco Lara Barranco y Cristina del Águila, han estado trabajando durante estos meses atrás para traernos aquí piezas que, como comentaba con los comisarios, están a la altura de la cita que nos ocupa. Yo no me voy a extender mucho, sí os voy a invitar a que nos acompañéis después en la performance porque va a ser participativa y creo que merece la pena. Esto es un evento único, pero quería agradecer de nuevo a los comisarios por traernos este imponente cartel que hemos disfrutado muchísimo, y bueno, a todo el equipo de artillería, Violeta, David, a todos los técnicos, a los compañeros de la Agencia de Instituciones Culturales, porque como digo, eventos así son complicados y al final si no sumamos todos pues no es posible. Muchas gracias, les dejo con Cintia. Hola. Bueno, pues de nuevo agradecer la presencia de todos vosotros aquí hoy. Ahora toca la actuación de Orlán, que en principio nos ha regalado esta maravillosa conferencia y que se llama Esfumato entre presentación y representación. Y en ella diluye de nuevo esa idea continua en su obra que es la identidad vagabunda, ¿no? Esas identidades nómadas o en crisis, porque para ella la identidad siempre es algo que está por llegar. Y como la performance que sigue a esta conferencia, que se llama El Slow del Artista, habla precisamente de esa necesidad que tenemos todos de volver a encontrarnos, sobre todo después de la pandemia del COVID, de volver a pensar en lo que es el tiempo para nosotros y en volver a rozarnos y a estar de nuevo juntos, ¿no? Y bueno, no quiero extenderme más y demos paso a esta maravillosa presencia de Orlán. Bonsoir. Je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui, dans l'ombre ou la lumière, participent à ce festival, et aussi tous ceux et toutes celles qui m'ont aidé à avoir quelques accessoires avec moi pour la performance. Je remercie aussi beaucoup Lorena Codes et aussi Cynthia Ress qui vient de me présenter. Je dois dire que ce festival, pour moi, est vraiment très, 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 très important. Parce que, effectivement, il y a longtemps, j'ai aussi, moi, organisé un festival de performance et de vidéos. Et à une époque où la performance était complètement interdite. On pensait en France et dans d'autres pays que la performance, ce n'était pas de l'art. On a dit ça de beaucoup d'autres pratiques artistiques, dont la photo, par exemple, mais il n'y avait pas de sublimation, donc ce n'était pas de l'art. Donc je suis vraiment très, très heureuse. Actuellement, on commence à penser que c'est quand même de l'art, la performance. Je voudrais aussi remercier mon vieil ami Pedro, qui est ici devant moi et qui... on a beaucoup travaillé ensemble, il a beaucoup soutenu mon travail, et en particulier une très grande exposition à Murcia avec David Delphine. On l'applaudit bien fort.
Euh, Vraiment, c'est très important. Je disais ça l'autre jour. Pour moi, actuellement, il ne se passe que des horreurs, des abominations incroyables dans le monde. Et donc, actuellement, tous les artistes, y compris ceux de la performance, ont vraiment une très grande responsabilité. Donc, on compte sur les nouveaux artistes aussi, qui sont encore à l'École des Beaux-Arts, pour vraiment dire combien l'art est indispensable et nécessaire, parce qu'il est dans l'autre plateau de la balance de toutes les guerres, de toutes les violences, de toutes les horreurs qui se passent actuellement, que ce soit pour les femmes ou pour les gens qui ont une couleur de peau différente. Donc vraiment, nous avons une responsabilité. Et il faut arrêter de se regarder le nombril. Il faut le regarder peut-être, mais surtout regarder ce qui se passe dans le monde, se situer, se positionner et empêcher que l'extrême droite, le racisme et tous ceux qui veulent la mort de l'Europe, parce qu'on est fort, l'Europe, quand on est unis. On est très fort. 450 millions d'habitants, ce n'est pas rien, ne serait-ce que pour le commerce. Donc, ce festival, qui est dans l'autre plateau de la balance et qui montre surtout et avant toute chose de la sensibilité, de l'ouverture à toutes les libertés, et à avoir aussi un rapport différent à son public que celui habituel, c'est très, 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 très important. Nous devons effectivement non seulement offrir notre sensibilité, mais aussi notre réflexion, notre position sur le monde. Je compte sur vous. Ceci dit, je voudrais vous parler de cette vidéo que vous avez vue depuis tout à l'heure. Cette vidéo s'appelle « La liberté en écorché ». Cette liberté en écorché est un manifeste pour moi. D'ailleurs, toutes les fois que je fais une œuvre, je m'applique à faire un manifeste. C'est un manifeste à plusieurs volets. Vous voyez sur ces images un corps en particulier, qui est mon avatar, fait en vidéo 3D, et cet avatar est une sorte d'autoportrait de moi, mais il n'a pas été fait avec des photos de moi, il a été fait entièrement par la machine, sous mes ordres bien sûr. Et j'ai voulu montrer un corps de femme, mais pas n'importe quel corps de femme, un corps différent de ceux que l'on voit sur les podiums de mode. Des corps décharnés, de femmes anorexiques ou qui s'imposent de ne pas manger. Donc, j'ai fait un corps fort, pour une femme forte, une femme mature, montrant un corps qu'on n'a pas l'habitude, ou moins l'habitude de montrer. Et il est écorché. Écorché, parce que quand la peau est enlevée, on ne peut plus savoir la couleur de la peau, si elle est noire, si elle est blanche, si elle est jaune, si elle est rouge. Donc le racisme ne peut plus s'inscrire. Et ça, c'est vraiment très important. Mais aussi, cette liberté est écorchée, parce que quand on est artiste, on est souvent écorché, et en plus, on est écorché par le leitmotiv de la censure ridicule, de tous les tabous sur le corps. Donc, ça me paraissait vraiment très important
que cette liberté soit en écorché. Comme c'est un avatar, vous voyez deux autres Orlan au sol, ou avatars d'Orlan, qui refont en fait les positions successives d'une de mes performances de mesure rage d'institution ou de rue. Cette liberté au centre, qui montre ses seins, écorchés, mais qui montre ses seins, et alors qu'on n'a plus le droit de les montrer, je lui fais prendre la position de la liberté, de la statue de la liberté. Effectivement, pour évoquer toutes les libertés que nous sommes en train de perdre dans le monde, dont par exemple le droit à l'avortement. C'est une ignominie, c'est absolument dégueulasse. Et ça, c'est vraiment très important pour moi, parce que je dis souvent, et je le dis dans cette autobiographie, qui s'appelle « Striptease, tout sur ma vie, tout sur mon art », qu'être une femme, c'est une calamité, tant biologique que sociétale. Et sociétale, c'est vraiment terrible d'être une femme. Il y a beaucoup de femmes ici ce soir, je vois quand même quelques hommes et je les remercie d'être avec nous. Vous allez voir, je vais vous faire un discours féministe et je suis féministe et hélas, j'espère que les hommes aussi parce que c'est une nécessité au vu de ce qui se passe dans le monde, au vu du nombre de femmes qui se font harceler, qui se font battre, qui se font violer, qui se font tuer. Moi, je suis inconsolable. Je suis d'une génération où on a beaucoup lutté, tout ensemble, pour que les choses changent. Et on est encore dans cette situation absolument abominable. Et il faut que ça change. Je compte sur vous, tous les jeunes qui sont dans cette salle, et les moins jeunes, bien sûr, parce que je compte aussi sur les trésors vivants, et je ne veux surtout pas monter de mur entre les générations. Je suis une personne qui a toujours cassé les murs entre les couleurs de peau, entre les générations, entre les sexes, entre les pratiques artistiques. Alors, à propos de pratiques artistiques, actuellement, je vais vous montrer un PowerPoint avec donc des photos qui est un panoramique de beaucoup de mes œuvres, au cas où certaines personnes ne seraient pas complètement au point par rapport à ce que je fais. Parce que souvent, on entend parler de moi par les médias, et donc il y a des rumeurs et des images qui me précèdent qui me conviennent absolument pas. Donc maintenant, si on peut avoir le PowerPoint, on l'a. Ah, ben c'est génial, je n'avais pas vu. Je ne vais pas commenter chacune des images, parce que j'ai pitié de vous, nous serions à minuit encore ici. Alors, ou plus, parce que moi, il faut me payer très cher pour que je m'empêche de parler, donc c'est un très gros problème avec moi. Méfiez-vous de moi. Alors, moi, j'ai commencé en fait, comme tous les autres artistes, par la peinture, par la sculpture, et j'y reviens. Alors, je me présente. Je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Et mon nom s'écrit chaque lettre en capitale parce que je ne veux plus qu'on me fasse rentrer dans les rangs. Je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne. Écrire son nom en grand,
en capitale, c'est sortir de l'ombre, l'ombre qui nous a été prescrite en tant que femmes. C'est effectivement apparaître dans la ligne. Pour moi, c'est vraiment très, très important. Vous voyez, je porte aujourd'hui une robe qui montre une de mes séries qui s'appelle « Les femmes qui pleurent sont en colère ». Et je suis parti, en fait, et vous verrez ça dans le PowerPoint plus loin, d'un portrait de Picasso de Dora Maar, de plusieurs portraits. Et bizarrement, il a toujours peint Dora Maar en train de pleurer. Je pense qu'il n'y avait pas des oignons, mais que vraiment, il la faisait pleurer. Et donc, elle aurait pu se tirer, hein, elle ne s'est pas tirée. Donc, je ne fais pas le procès ni de Dora Maar ni de Picasso, bien sûr. Ils ne sont pas là pour se défendre. Mais je veux dire à toutes les femmes, et en particulier celles qui sont dans cette salle, arrêtez de vous taire. Arrêtez d'être dans l'ombre. Parlez haut et fort. Faites-vous entendre. Faites-vous entendre. Faites-vous entendre. Faites-vous entendre. Et bien sûr, ayez quelque chose à dire. Et pour avoir quelque chose à dire, eh bien, c'est du boulot. Il faut lire, il faut s'instruire, il faut regarder ce qui s'est passé précédemment dans l'histoire de l'art et dans l'histoire tout court, et se situer. Donc, voilà ce que j'avais à dire, mais j'avais aussi à dire quelque chose aux hommes que je n'ai pas dit tout à l'heure. Vraiment, moi je suis féministe, mais j'adore les hommes. J'adore les hommes, les femmes aussi, hein, mais les hommes. Mais pas n'importe quel homme, des beaux êtres humains. Ceux, finalement, effectivement, qui ne gueulent pas, qui ne nous emmerdent pas, qui ne nous harcèlent pas. Des hommes qui ne nous battent pas. Des hommes qui ne commettent pas ni l'inceste, ni la pédophilie, et des hommes qui ne violent pas et qui ne tuent pas. Est-ce qu'il y en a dans cette salle? Levez le doigt. Personne? Ah, il y en a un. Ah, les autres, vous avez tous tué, violé, battu. Ah oui, ah oui. Nous, osez le montrer, hein, montrez l'homme. Levez-vous, parce que je veux vous admirer. Vous êtes exceptionnel, vous êtes rare. Il faut que vous le sachiez. Et continuez dans ce sens, hein, parce que nos formatages par rapport au patriarcat, c'est quelque chose, hein, et c'est quelque chose pour s'en sortir, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. On nous a foutu ça dans la tête, dans la tête, dans la tête. Vous avez vu, dans la première partie des images que vous avez vues, dans ma série Décors, sculptures, eh bien, il y a une pièce qui est très importante pour moi, qui est tentative de sortir du cadre. Tentative de sortir du cadre, tentative de sortir du cadre, tentative de sortir du cadre. Et ça, c'est extrêmement difficile. Mais il y a plus difficile. C'est penser innocemment, naïvement, que quand on dit « je », c'est moi qui parle.
mais c'est tous les autres qui sont en nous qui parlent. Ça va de la classe sociale, de vos parents, s'ils ont fait des études ou pas, s'ils ont un capital culturel ou s'ils n'en ont pas, de votre environnement et des gens que vous rencontrez et dont vous croyez l'ami ou les amis. Il faut te méfier de qui on rencontre, parce qu'on est des buvards. On est des buvards. Et je fais toujours une comparaison qui me paraît très importante. Nous avons besoin des musées, nous avons besoin du passé, nous avons besoin de l'histoire de l'art pour nous construire, nous reconstruire, tout en la connaissant. Pour moi, c'est vraiment très important de se dire ça, mais l'histoire de l'art, c'est nos cellules souches. Et les cellules souches nous permettent de développer des images, mais des images qui sont vieilles, très vieilles. Et ça m'amuse beaucoup quand de jeunes artistes ou moins jeunes artistes me disent « Ah, nous faisons des nouvelles images ». Images, mais elles sont vieilles, tellement vieilles, à part qu'on les fait avec de nouveaux outils. Vous savez, c'est comme la Vénus de Botticelli. J'ai beaucoup travaillé sur la Vénus de Botticelli. Botticelli a fait, avec des pinceaux et de la peinture, ce que l'on fait maintenant avec Photoshop. Il a fait des retouches beauté. Il a enlevé les pores, il a enlevé les rides, il a enlevé les boutons, les rougeurs, les jauneurs, et il a épuré, allongé, lissé. Il a fait des retouches beauté. Et après, nous, en tant que femmes, on court après, ah là là, il faut être comme ça, 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 il faut être comme ça. Et on fait ce qu'on peut pour l'être, mais on n'y arrive pas. Moi, je dis toujours que je fais un transsexualisme femme-femme. C'est-à-dire que j'essaye, ou j'ai essayé en tout cas, d'être la femme, la belle femme, la femme qu'on me proposait d'être, les modèles. Et puis, il y a un moment, ils étaient tellement empoisonnés, ces modèles, que je les ai vomis. Vomis. Et ça m'a sauvé. Je dois vous dire aussi que le théâtre m'a sauvé. Je conseille à tous les soi-disant timides, en leur disant bien que nous avons l'éternité pour l'être, discret, timide, tranquille. Il ne faut pas être timide, hein, ça c'est sûr. Donc, vraiment, il faut y aller, quoi. Il faut y aller vraiment. Et puis, il faut y aller contre les modèles. Il faut y aller contre les formatages. Tout ce qui nous empêche de bouger. Par exemple, une expression. Je ne sais pas ce que ça donne en espagnol, mais je veux retrouver mes racines. En France, racines, c'est aussi les racines des arbres. Je ne sais pas si c'est pareil en espagnol. Mais il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. C'est ce qui nous empêche de bouger. Avec des racines, comment voulez-vous qu'on fasse? On peut bouger là, mais en bas, là, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut considérer, c'est que notre héritage, c'est avant tout des ressources.
des ressources, et avec des ressources, on peut se ressourcer. C'est tout simple. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas derrière moi? Ah! Le baiser de l'artiste, je pourrais quand même vous en parler. Alors, pour moi, le baiser de l'artiste, je peux noter ma vie avant et après. Bien sûr, j'ai fait ce baiser de l'artiste d'abord à la FIAC, mais après avoir d'abord fabriqué une sculpture, comme vous avez vu là, donc un piédestal, comme celui-ci, où il y avait d'un côté, grandeur nature, une effigie de moi, collée sur bois, donc photo collée sur bois, grandeur nature, et détourée. Alors, au passant, je me fais un peu de publicité, mais je crois que je suis la première artiste à avoir fait cela, c'est-à-dire avoir fait des photos, grandeur nature de mon corps, collées sur bois et détourées, pour qu'enfin la photo sorte du papier, du mur, et que le corps reprenne ses droits dans l'espace, son volume. Ça me paraissait mais vraiment tellement important. Et j'ai fait beaucoup d'effigies de moi. Donc dans ce baiser de l'artiste, il y a moi, costumé avec les draps de mon trousseau, en Saint-Orlan. À cette Saint-Orlan, on pouvait mettre, pour la modique somme de 5 francs, des cierges. Et de l'autre côté, il y avait mon buste, aussi photographié, collé sur bois et détouré. Et je haranguais la foule en gueulant comme un camelot. Qui n'a pas son petit baiser? Qui n'a pas un baiser? Enfin, une œuvre conceptuelle à la portée de toutes les bourses. 5 francs, 5 francs, 5 francs le baiser de l'artiste. Et ça se passait au Grand Palais. En français, palais veut dire à la fois château et à la fois le palais, l'intérieur de la bouche. Alors, ce n'était pas un bisou, un petit bisou enfantin, non, 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 non. C'était un French kiss. Il y avait de la langue dans le palais. Alors, bien sûr, tous les censeurs ont gueulé et j'ai été immédiatement renvoyé de l'école dans laquelle j'enseignais par l'intermédiaire d'un télégramme, ce qui était bien sûr complètement illégal, qui disait « Ton attitude de ces derniers jours est incompatible avec ton rôle de formateur. Tu ne reviens plus à l'école, tu es viré, on avisera pour ton compte. » Mes étudiants ont été fantastiques. Ils ont créé des chansons en l'honneur du baiser de l'artiste et de Orlan. Ils ont fait grève et ils ont essayé de me réintégrer. Et ils n'y sont jamais arrivés. Donc moi, j'ai eu une vie de galère à ce moment-là, mais absolument terrible, où je n'avais pas de quoi manger, je n'avais pas un endroit où aller dormir. Et ça a été très difficile. Mais j'ai été bien vengé parce qu'au final, la pièce du baiser de l'artiste, où j'avais plus d'atelier, puisqu'on me l'avait pris, puisque je ne pouvais pas le payer, eh bien cette pièce a été finalement engrangée d'abord par une galerie, puis achetée par un fonds d'art contemporain et est devenue donc dans une collection publique. Et cette œuvre, et dans beaucoup d'histoires de l'art, a beaucoup marqué, et l'œuvre a fait le tour du monde et est sans cesse demandée. Donc comme quoi,
il faut bien faire et laisser dire. Il faut ne pas attendre des remerciements d'emblée par rapport à ce que vous décidez de faire dans votre art ou dans votre vie. Ça, c'est ma morale. Alors, je voudrais quand même vous parler de la performance puisqu'on est dans ce festival de performance. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, et il faut quand même que je vous le dise, on me considère comme une artiste de la performance. Je suis une artiste de la performance parce que j'en ai fait beaucoup. Et qu'en plus, il y en a énormément qui ont été extrêmement médiatisés. Mais je suis aussi pas assujetti à une pratique artistique, quelle qu'elle soit. Et j'ai travaillé avec la photo, avec la vidéo, avec la réalité augmentée, avec, que sais-je, tellement, avec le bioart. J'ai cultivé mes cellules, non seulement mes cellules, mais ma flore intestinale et ma flore vaginale. Donc j'ai fait des choses très très différentes et aussi je me suis beaucoup intéressé à la robotique. Et là encore un peu de publicité. Je suis la première artiste à avoir fait un robot qui me ressemble, qui est une sculpture en mouvement, qui me ressemble et qui parle avec ma voix et qui répond à toutes les questions du public dans toutes les langues. Et ça, c'est formidable parce que moi, j'ai vraiment du mal avec les langues. Je suis d'une génération où on ne les apprenait pas. Donc, il est bien mieux que moi, mon robot. Il pourrait être là et remplacer cet être humain qui est dans cette cage en verre. Donc, j'ai fait ce robot et je continue à travailler beaucoup, par exemple, avec l'intelligence artificielle. Je dois vous dire un dernier mot avant de vous parler de performance et vous dire quand même que la performance, même quand je n'en fais pas, a finalement s'est infiltrée et a ensemencé toutes mes autres pratiques artistiques, d'une manière ou d'une autre. Parce que de toute manière, je me suis toujours vraiment voulu prendre en compte le public et l'interactivité dans beaucoup d'œuvres, bien avant les nouvelles technologies. Alors, ça c'est vraiment important, mais au passage, je voudrais vous dire une chose. Ah oui, je suis inconsolable. Donc j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Et ma dernière série, qui n'est pas encore terminée, va être de grandes peintures et non-peintures en même temps, peinture et non-peinture, qui seront exposées pendant la Biennale de Venise. Peut-être allez-vous à Venise. Alors vous irez au Palazzo Mora, vous verrez tout. Et dans ces œuvres, je hurle, je crie, je pleure. Parce que vraiment, ce qui se passe dans le monde me touche, mais vraiment au plus profond. J'aurais jamais cru, je suis d'une génération après-guerre, j'aurais jamais cru qu'il y ait encore des guerres. J'aurais toujours pensé que nos bonnes valeurs, nos vraies valeurs des Lumières seraient là et nous éclaireraient. Donc, cette série, en fait, va hurler et crier et parler pour moi pendant cette biennale. Au passage, avant donc de vous lire des choses sur la performance, je voudrais vous dire que quand j'ai parlé de cellules souches tout à l'heure et de bioart, en fait, il y a un moment de ma vie où j'ai pris conscience que toutes mes références au corps étaient complètement anachroniques. Car on m'a parlé, et vous connaissez peut-être cela, mais peut-être pas, des cellules ELA. Les cellules ELA
sont des cellules qu'on a appelées comme ça. C'est l'abréviation du nom d'une femme noire morte d'un cancer du vagin ou des ovaires, je ne sais pas, un truc comme ça, par là-bas, en dessous. Et cette femme, on lui avait prélevé donc quelques millimètres de cellules, et puis on les a cultivées, parce que ce que j'ai appris, c'est que les cellules cancéreuses sont immortelles. Alors moi qui fais des pétitions contre la mort, ça m'a beaucoup touché. Et donc ces cellules sont immortelles et elles ont continué depuis 1800, je ne sais combien, j'ai oublié, mon orlanoïde le saurait. Et donc ces cellules ont été multipliées, démultipliées. Il paraît qu'il y en a des tonnes dans le monde et que tous les laboratoires font des expériences pour soigner les gens avec ces fameuses cellules qui n'arrêtent pas de se démultiplier. Donc à partir de ces quelques millimètres, il y a des tonnes de ce corps extirpé d'un corps mort qui sont bien vivantes et qui continuent à se renouveler, à se renouveler, à se renouveler. Donc je me suis dit, tu penses vraiment par rapport au corps qu'avec des mises en perspective qui ne sont pas les bonnes actuellement. Et ces cellules souches, donc, qui pour moi sont très importantes dans l'histoire de l'art et comme une histoire de l'art, me font penser aussi, et ça souligne ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on dit « je ». Le « je » est une fiction fabriquée par les autres et auquel on finit par s'adapter, intégrer, comme sienne. C'est quand même assez délirant quand on y pense, quoi. Parce que donc, toutes ces cellules, tout ce microbiote que nous avons sur le corps, il n'y a pas très longtemps qu'on a tout à coup eu conscience de ça. Et c'est dingue d'imaginer que nos yeux nous empêchent de voir tout ce que nous avons. Des quantités de vivants qui nous squattent et qui font qu'on est de telle humeur, qu'on a telle ou telle maladie ou pas, etc. Donc c'est hallucinant de se dire ça, et de cette inconscience totale qu'on a eue très longtemps, et que là même, on a du mal à imaginer. Et en fait, moi je fais parallèle avec ce que nous sommes. En fait, en nous, il y a les autres. Et c'est les autres qui parlent en nous. Et les autres, ils sont multiples, ils sont foules. C'est tous ceux qu'on a rencontrés, c'est tous ceux qu'on a lus, c'est tous ceux qu'on a vus. Ils nous habitent et ils font ce que nous sommes. Non seulement ce que nous sommes, mais aussi notre devenir. Donc, on a très peu de libre arbitre. Il n'empêche que la simple conscience qu'il y a un cadre, et ça c'est la plus difficile à s'imaginer, prendre conscience de ce cadre et considérer que c'est lui qui nous empêche de faire telle ou telle chose, ou qui nous a appris et montré à aimer telle chose ou telle autre. C'est-à-dire, toutes les fois on dit « j'aime », c'est uniquement parce que vous savez ce que c'est, et qu'on vous l'a montré, et que vous l'avez goûté. Par exemple, moi je suis d'une famille pauvre, et donc j'ai découvert le caviar à plus de 50 ans. Mais j'ai entendu le mot peut-être à 30 ou 35 ou 40. Je n'avais même jamais entendu ce mot. Chez moi, on ne savait pas ce que c'était le caviar. C'était ailleurs, c'était pour les autres.
Donc, est-ce qu'on peut être un peu... Ah, on me fait des signes. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Oui, alors je vais parler bien chef. C'est mon ministre des Affaires culturelles qui me parle en direct. Donc, je vais quand même vous parler des opérations chirurgicales, oui. Comment? Vous voulez? Oui, parce que je peux parler d'autre chose, hein, si vous voulez. Mais parce que j'en ai un peu marre, toutes les fois que je fais quoi que ce soit, par exemple, là, dernièrement, j'ai exposé à Munich mon robot, et j'ai beaucoup d'articles, mais pratiquement tous les articles parlaient des opérations chirurgicales et ne parlaient pas de ce robot qui pourtant est un must à tous les niveaux, que ce soit technologique ou de ce que j'ai fait dans mon œuvre. Alors, les opérations chirurgicales. Oui, ce que je ne vous ai pas dit. Je fais vraiment beaucoup, j'utilise beaucoup de pratiques artistiques de toutes sortes, mais vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de dire des choses importantes pour mon époque. Vous voyez la prétention, hein, c'est grave. Mais j'essaie en tout cas. Et pour ce faire, j'étudie des phénomènes de société. J'en ai étudié beaucoup, hein. Ça va du harcèlement du football à l'IA actuellement, bien sûr, qui est un sacré phénomène de société. Donc, ces phénomènes de société, en fait, je réfléchis, je lis, j'essaye de me positionner par rapport à eux et ne pas dire de bêtises. Et une fois que j'ai vraiment construit mon manifeste, mon concept, ma colonne vertébrale, c'est qu'à ce moment-là que je m'autorise à me demander dans quelle matérialité je dirais au mieux ma position par rapport à ce phénomène de société et que je pourrais interroger les gens qui verront l'œuvre d'une manière ou d'une autre avec un matériau, un autre matériau, une technologie, une autre technologie. Et donc, les opérations chirurgicales, à l'époque où je les ai faites, mais même maintenant, c'était vraiment un phénomène de société. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je cherche à mettre de la chair autour de cette colonne vertébrale, parce que toutes les fois où je fais une œuvre, je considère que je fais un corps. Donc, colonne vertébrale et chair, bien sûr. Et la chair, c'est la matérialité. Attendez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Les opérations chirurgicales, elles sont parties, mais ça ne fait rien, on va continuer. Alors, les opérations chirurgicales, c'est un phénomène de société. Mon travail s'est fait dans les années 1990. Et effectivement, c'était vraiment mon temps, la chirurgie esthétique. Je dois dire que je ne suis pas contre la chirurgie esthétique, je suis contre la normalisation et ce que l'on en fait et les positions par rapport à la beauté. Pour moi, la beauté, c'est qu'une question d'idéologie dominante en un point donné géographique et historique. Vous verrez plus loin une Africaine qui est vraiment très sûre d'elle, très heureuse d'être ce qu'elle est, et elle a un labret grand comme cela. Elle est vraiment, mais tellement fière d'être ce qu'elle est, parce qu'elle a une séduction énorme, parce que dans sa tribu, à cette époque-là, à cet endroit-là, pour faire bander les hommes, eh bien, il fallait avoir le plus grand labret possible. Exactement comme maintenant, heureusement, je vois beaucoup de baskets. Il y en a des femmes qui s'imaginent que prendre des loups-boutins, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous voyez ce que c'est les loups-boutins? Non, peut-être pas. En fait, des talons hauts aiguilles, vous savez le truc là, dans lequel on ne sait plus se tenir, on ne peut plus courir, on ne peut plus marcher, on ne peut plus se défendre. C'est très efficace, hein. C'est comme les petits pieds bandés. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Je vous parlais de la chirurgie esthétique. Alors,
Moi, j'ai voulu faire des opérations chirurgicales, mais en particulier une qui n'était pas censée apporter de la beauté, mais au contraire, de la laideur, de la monstruosité, de l'indésirabilité. Et au départ, ça a très bien marché. Hein. Tout le monde a dit la même chose qu'on a dit contre les impressionnistes. Ils sont fous. Elle est folle. C'est pas de l'art. On a dit c'est pas de l'art avec moi aussi. Mais à eux, on leur a dit que c'était pas de l'art. On leur a dit que c'était tellement laid qu'il fallait surtout pas amener une femme enceinte voir ses œuvres parce que c'était tellement laid qu'elle allait accoucher tout de suite. C'était bien comme avortement, hein, moi je trouve, mais bon. Et donc, au bout d'un certain temps, un temps certain, on m'a dit « Oh Orlan, comme tu es belle !» Je dis « Tu as mal regardé, hein. Alors là, tu as mal regardé. Tu as vraiment mal regardé. T'as pas vu, j'ai des bosses. » Et on m'a dit « Oh mais ça te va très bien. Tu le portes très bien. » C'est dingue. C'est exactement ce que je voulais démontrer. Qu'effectivement, la beauté, c'est vraiment... et ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, ce qu'on rejette ou ce qu'on ne rejette pas, c'est uniquement ce qu'on connaît, ce qu'on a déjà vu, nos prêts-à-penser, nos a priori, tout ce qu'on nous a mis dans la tête, qu'il faut aimer ou pas aimer. Donc, méfiez-vous de vous-même et des autres. Quand vous avez un truc où vous dites « Ah, c'est dégueulasse, c'est à vomir, c'est abominable, c'est laid, c'est... » Essayez d'imaginer que peut-être dans 5-10 ans, vous allez peut-être penser autre chose. En fait, penser, ce n'est que penser contre soi, c'est-à-dire contre tous les autres qui sont en nous. Et donc, ces opérations chirurgicales ont été faites avec, comme vous l'avez vu sur les images, avec des choses qui ne se passent pas d'habitude dans les blocs opératoires. Alors, toute mon équipe était costumée, soit par Paco Rabanne, soit par Issey Miyake, soit par l'un de vous, soit par moi-même. Donc, tout le monde était costumé, aussi bien mon équipe que l'équipe chirurgicale. Les opérations, ou certaines opérations, ont été retransmises par satellite. Alors, il faut que je vous explique, parce que comme il y a beaucoup de jeunes dans cette salle, ils s'imaginent qu'on a toujours eu la webcam. Eh bien non. Eh bien non. À cette époque, c'était vraiment une technique de pointe. Il fallait louer un réseau satellite et une fois qu'on avait... Il fallait attendre, hein, et c'était cher. Mais ça ne marchait pas à tous les coups. Pas à tous les coups. Moi, ça a marché, j'ai eu de la chance. Donc, l'opération chirurgicale s'est faite avec un réseau tout à fait différent de ce que vous imaginez. Et donc, on pouvait voir mes images, et à la fois dans la galerie dans laquelle j'exposais à New York, Sandra Gehring Gallery, et on pouvait me poser des questions en temps réel. Mais aussi, on me voyait à Toronto, dans l'espace McLuhan, on me voyait à Pompidou, où il y avait tout du beau monde intellectuel qui me posait des questions en réel pendant l'opération. Pendant l'opération, je lisais des textes, parce que pour moi, lire est extrêmement important, et la plupart de mes œuvres, en fait, sont nées de lecture. Ça me donne, c'est comme un trampoline, la lecture. L'IA aussi, c'est un trampoline. On saute et on ressaute et on saute encore plus haut, on saute de plus en plus haut. Donc, ces opérations ont été complètement mises en scène, on ne les voit plus du tout.
Mais vous les reverrez. C'est en repeat. Et donc, c'était très important pour moi de dire très 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 haut et très fort ce que je voulais dire par rapport au corps, par rapport à nos espaces de liberté, par rapport au modèle. J'ai essayé de dire tout cela dans une seule, enfin dans 9 opérations chirurgicales, en tout cas mes 7 que je considère comme étant réussies, en tout cas artistiquement. Il en résulte bien sûr beaucoup d'œuvres, dont une très très grande qui est ma pièce la plus magistrale, qui a été achetée par le Centre Pompidou et qui a été exposée dans le monde souvent, et qui est en fait comme une mise en quarantaine. Chaque jour, dans la galerie où j'exposais, on venait mettre la photo du jour. Et bien sûr, le corps, vous le savez, parce que vous avez déjà pris peut-être une porte dans la gueule, dès que vous avez un coup, le corps réagit en très grand artiste. Toute la peau change de couleur, change de forme, de volume, et vous passez du rouge au bleu, au vert, au jaune. C'est incroyable. Si Dieu existe, c'est vraiment un très très fin coloriste. D'ailleurs, on le voit pour justement tous les métissages, les dégradés de couleurs sont d'une subtilité. À propos de Dieu, je ne vous ai rien dit contre Dieu encore. Oh là là. J'ai pas peur de me faire des ennemis, mais je veux m'en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est chouette, les ennemis, c'est ceux qui parlent le plus haut et le plus fort dans tous les dîners de ce que vous faites. Les autres en parlent à petite voix. Alors, donc, soyez le plus possible mes ennemis, mais là, il va en avoir beaucoup parce que j'ai appris, horrifié, qu'en Espagne, tout le monde était croyant. Moi, je ne veux pas croire, je veux savoir. Hein. Alors, croire, c'est quoi ça? C'est que des histoires, des récits, des légendes qu'on nous a racontées pour nous faire tenir droite. Notre religion chrétienne nous dit qu'il faut tuer personne, c'est déjà pas mal, qu'il ne faut pas pécher de gourmandise, effectivement, et qu'il vaut mieux ne pas être trop paresseux, ça nous permet un peu de bouger. Mais tout de même, pour tout le reste, tout a été écrit par des hommes, pour les hommes, afin de mettre en place de manière pérenne le patriarcat et la misogynie. En plus, tous les gouvernements, alors qu'on est censé être séparés, l'Église et l'État, c'est que des mots. Mais en fait, pour avoir des votes, c'est ce qui se passe aujourd'hui en France, donc j'ai laissé une procuration et j'ai très 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 peur de ce qui va se passer. Eh bien, effectivement, tous les gouvernements ont besoin des votes et à la fois des footballeurs, parce que ça aussi c'est devenu une nouvelle religion, et de tous les gens qui croient. Donc c'est une manipulation, une instrumentalisation totale. C'est fabriqué pour le pouvoir. D'autre part, ça fabrique des petites communautés, petites, qui détestent celle qui est à côté. Et ça fabrique les guerres, ça divise, ça fabrique les guerres. Il faut arrêter avec la religion. Hein. En plus, ça fabrique tous les tabous. C'est quand même assez hallucinant qu'on n'ait plus l'autorisation de montrer les corps. Alors d'abord, déjà, il faudrait fermer tous nos musées. Hein. Il faudrait se dépêcher parce qu'il y a quand même du corps dans les musées. Il y en a même dans les églises. Quelle horreur. Alors, c'est vraiment incroyable parce qu'on nous a dit quand même, en tout cas pour ceux qui croient, que Dieu a fait les êtres humains, enfin les hommes, on a dit, à son image. Mais alors, ce sont des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre.
Alors, s'il a fait des chefs-d'œuvre, il faut les montrer pour lui rendre hommage. Déshabillez-vous. Vous voulez pas vous déshabiller pour lui rendre hommage? Mais déshabillez-vous. Pourquoi vous vous déshabillez pas? C'est bizarre. C'est bizarre. Pourquoi on nous a mis cette pudeur à la con dans la tête? Pourquoi faut-il qu'il y ait des camps de nudistes séparés des autres? Chacun fait bien ce qu'il veut, encore on l'a pour une vie. Donc bon. Et en plus, effectivement, pour faire des enfants, je dois baiser, mais même pas sans faire d'enfants. Comment il faut s'y reprendre souvent plusieurs fois avant d'en avoir un. Eh bien, effectivement, pourquoi ne pas montrer la sexualité? C'est pas de ma faute. C'est encore Dieu qui s'en est mêlé de cette histoire. Et qu'est-ce qu'il fout, Dieu, là? Il est en vacances? Qu'est-ce qu'il fait pour les guerres? Le nombre de gens qui meurent chaque jour, qui souffrent, ou qui sont dans la famine. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Il est mort? Il est en vacances. C'est quand même assez hallucinant de remercier Dieu alors qu'il fait toutes ces horreurs. Bon, je me suis fait assez d'ennemis? Ça va? Qui sont mes ennemis ici? Il n'y en a pas? Alors j'ai parlé tout ça pour rien. Ah, quelle horreur! Ah, c'est terrible. Alors je suis déçu. Hein. Où on en est? Ah, les femmes qui pleurent sont en colère. Arrêtez de subir, les femmes. Arrêtez de pleurer. Arrêtez, 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 arrêtez. Parlez haut et fort. Je l'ai déjà dit, mais il faudrait vraiment le redire 100 000 fois. Alors, puisque on est dans un festival de performance, je vais quand même vous lire 2 ou 3 choses sur la performance que j'ai écrite. Alors, je voudrais vous dire que la performance est comme un blob. Vous voyez ce que c'est, le blob? Cet organisme, vous pouvez expliquer, madame la traductrice? Vous savez ce que c'est? Oui, il y a de l'espoir? Oui, elle sait? Oui, tout va bien. On le définit parce qu'elle n'est pas, sans réellement savoir ce qu'elle est. Dans un cas, ni animal, ni une plante, ni un champignon. Et dans l'autre, ni du sport, ni de la danse, ni du théâtre, ni de la musique, ni de la poésie, bien que elle peut s'y rattacher. Parce qu'en fait, la performance, c'est un cadre vide dans lequel des pratiques artistiques différentes viennent s'interroger. D'ailleurs, parfois, on dit performance danse, performance théâtre, etc. Donc voilà la performance difficile. Hein. Mais la meilleure tentative de définition de la performance a plus de 100 ans et elle est de Kafka. Alors je vais vous la lire. Casser une noix n'est vraiment pas un art. Aussi personne n'osera-t-il jamais convoquer un public pour le distraire en cassant des noix. Si il le fait, cependant, et que son intention se voit couronnée de succès, c'est qu'il s'agit, au fond, d'autre chose que d'un simple cassement de noix. Ou bien, s'il ne s'agit que d'un cassement de noix, c'est qu'il est apparu que nous n'avions jamais pensé à cet art, parce que nous le possédions à fond. Et que le nouveau casseur de noix nous en a révélé la véritable
essence. Et pour cela, il est peut-être nécessaire qu'il soit un peu moins adroit que nous. Vous l'appréciez, cette définition? Tu la connaissais? Oui? Alors, je vous ai déjà dit des trucs que j'avais mis là. Oui, je voudrais dire que son caractère fugitif, dans la plupart des cas, remet en cause les logiques de conservation, de marchandisation, de patrimonisation de l'art. Elles existent dans le moment, dans l'expérience partagée. Elle est faite pour la mémoire. Mais cette marginalité institutionnelle n'est pas seulement esthétique ou économique, elle est aussi politique. Elle concerne directement les corps qui s'y engageaient, et en particulier les corps féminins. Car si la performance se situait en dehors des normes dominantes de l'art, elle se situait aussi en dehors des normes dominantes de la représentation. Moi, je dis toujours que je fais en fait une œuvre, un fumato entre présentation et représentation. Et alors, je vais très loin, je vous parlais de mes œuvres de Je suis inconsolable, qui sont faites en partie, pas uniquement, par l'intelligence artificielle, puis je les retravaille, puis je les fais imprimer sur des toiles, montées sur châssis, et je les repeins en partie, en prenant en fait comme exemple ce que disait Robert Filliou, son principe d'équivalence, qui était bien fait, mal fait, pas fait. Et moi, dans mon cas, c'est peinture visible, peu visible, pas visible. Et donc, je repeins, tantôt avec quelque chose qui peut se voir, parce qu'il y a de la matérialité, et puis je repeins de manière à ce qu'on puisse difficilement voir l'endroit où j'ai repeint, et puis il y a d'autres endroits que je laisse juste en représentation de la peinture. Donc c'est un sfumato entre la présentation et la représentation dans ce cas de figure de la peinture, et en même temps en fabriquant des ponts entre les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et la peinture traditionnelle. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je ne vous ai pas lu. Alors, moi, j'ai toujours refusé qu'on me mette dans le body art. Pourtant, je comprends qu'on puisse m'y mettre. Mais moi, je ne suis pas du tout pour le corps qui souffre. Je suis pour le corps plaisir. Pendant des millénaires, les corps ont tellement souffert, avec même pas un cachet d'aspirine pour essayer d'avoir un peu moins mal aux dents. Donc, vraiment, la souffrance, et en plus la souffrance qui vient encore de la religion, décidément celle-ci, c'est quand même hallucinant. Tu dois accoucher dans la douleur. C'est quand même fou. Et il y a encore des pays où effectivement il n'est pas question qu'une femme, là je reviens du Japon, pas question qu'une femme utilise les méthodes ou la péridurale. Il faut qu'elles souffrent, et elles souffriront. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Et donc,
Je respecte complètement. Ah, on ne pourrait pas le fixer. Fixe. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a quelqu'un qui m'a écouté dans cette salle, oui? Je disais quoi? Là? Ah, oui. C'est complètement dingue parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « Oh, bah oui, je veux accoucher naturellement, comme l'ont fait des tas de femmes avant moi. Je souffrirai, la belle affaire. » Mais les mêmes femmes, quand elles vont chez le dentiste, elles disent pas au dentiste « Oh, bah arrachez-moi ces dents, non, on va faire comme d'habitude, naturellement. » Ah non, ne me faites pas de piqûre, pas d'injection. Il y a tellement de femmes et d'hommes qui se sont fait enlever les dents, les arracher. Sans ça, je vais le faire naturellement. Non, là, non. On ne leur a pas mis ça dans la tête. Mais pour l'accouchement, on les a formatés comme ça, complètement formatés. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous faire voir une vidéo qui est une vidéo de performance enregistrée qui dit « No baby no, no baby no ». Là, on est en train de nous expliquer, en tout cas en France, je ne sais pas là, qu'il faut faire des enfants parce qu'en tant que de guerre, on n'aurait pas assez de chair à canon. C'est quand même bizarre, hein? Ça fait envie hein, de faire des enfants pour qu'on soit plus nombreux pour se battre, pour faire les guerres. Quel plaisir, quel plaisir. Non, mais c'est délirant. Non, mais il y en a marre, il y en a marre. Peut-être qu'un jour, notre crucifié, lâchant sa croix et ses épines et tout le paquet, viendra gueuler dans nos ruines. Il y en a marre. C'est un extrait d'une chanson de Léo Ferré. Je vous conseille de l'écouter entièrement. C'est pas de moi. Hein. Alors, oui, ce que je veux dire, c'est que tout de même, il y a des artistes qui n'ont pas le même scénario que moi, qui se font souffrir, qui sont dans la souffrance, dans l'endurance. Par exemple, comme mon amie Marina Abramovic. Mais elle fait des choses vraiment très intéressantes et je la respecte tout à fait. Mais moi, ce soir, je vais vous dire que ce n'est pas mon scénario. Alors après, chacun fait bien ce que vous encore, hein, si vous voulez vous couper en petits morceaux, si vous voulez vous suicider, bon, c'est pas mon problème. Mais moi, c'est pas comme ça, quoi, pour chez moi. Alors, je vous lis ça, et puis après, je vous montrerai les vidéos. Alors, j'écris donc souvent des manifestes avant de faire un manifeste qui lui-même serait un manifeste plastique. Et celui-ci s'appelle le manifeste de l'art charnel. Définition. L'art charnel est un travail d'autoportrait au sens classique, mais avec des moyens technologiques qui sont ceux de son temps. Il oscille entre défiguration et refiguration. Il s'inscrit dans la chair parce que notre époque commence à nous en donner la possibilité. Le corps devient un ready-made modifié car il n'est plus ce ready-made idéal qu'il suffit de signer. Distinction. Contrairement au body art dont il se distingue, l'art charnel ne désire pas la douleur, ne la recherche pas comme source de purification, ne la conçoit pas comme rédemption. L'art charnel ne s'intéresse pas au résultat plastique final, mais à l'opération chirurgicale performance et au corps modifié, devenu lieu de débat public. Athéisme.
En clair, l'art charnel n'est pas l'héritier de la tradition chrétienne contre laquelle il lutte. Il pointe sa négation du corps plaisir et met à nu ses yeux d'effondrement face à la découverte scientifique. L'art charnel n'est pas davantage l'héritier d'une hagiographie traversée de décollations et d'autres martyrs. Il ajoute, plutôt qu'il n'enlève, augmente les facultés au lieu de les réduire. L'art charnel ne se veut pas automutilant. L'art charnel transforme le corps en langue et renverse le principe chrétien du Verbe qui se fait chair au profit de la chair faite Verbe. Seule ma voix restera inchangée, car je travaille sur la représentation. L'art charnel juge anachronique et ridicule le fameux « tu accoucheras dans la douleur ». Comme Artaud, il veut en finir avec le jugement de Dieu. Alors, la péridurale et les multiples anesthésiants ainsi que les analgésiques vivent la morphine, abat la douleur. Perception. Désormais, je peux voir mon propre corps ouvert sans en souffrir. Je peux me voir au fond des entrailles, nouveau stade du miroir. Je peux voir le cœur de mon amant et son dessin splendide, qui n'a rien à voir avec les mêveries symboliques habituellement dessinées, les petits cœurs. Chérie, j'aime ta rate, j'aime ton foie, j'adore ton pancréas et la ligne de ton fémur m'excite, m'excite. Mise au point, l'art charnel n'est pas contre la chirurgie esthétique, mais contre les standards de beauté qu'elle véhicule et qui s'inscrivent particulièrement dans les chairs féminines, mais aussi masculines. L'art charnel est féministe, c'est nécessaire. L'art charnel s'intéresse à la chirurgie esthétique, mais aussi aux techniques de pointe de la médecine et de la biologie, qui mettent en question le statut du corps et posent des problèmes éthiques. Alors voilà l'œuvre la plus horrible qui existe dans l'histoire de l'art. C'est hallucinant. Je pense que c'est l'œuvre d'un serial killer sadique. Vous vous rendez compte, à cette pauvre femme, il lui a coupé la tête, les bras et les jambes, pour qu'il ne reste plus que l'endroit de la procréation, le ventre et le sexe. Et c'est souvent ce à quoi on réduit les femmes. Alors, moi, j'ai repris ce tableau avec son cadre. C'est le cadre avec lequel il est exposé au musée d'Orsay. Et j'ai essayé de voir ce qui se passait quand on faisait la même chose à un homme, à l'autre pendant de l'humanité. Voilà. Mais je l'ai appelé l'origine de la guerre. Excusez-moi, dans la salle, il y a peut-être des hommes qui sont complètement pacifistes, qui sont complètement doux. Bon, il y en a peut-être, il y a des exceptions. J'espère que vous confirmez la règle, n'est-ce pas? Oui, oui. Bon, ouf, ouf. Les femmes peuvent certifier derrière, qui sont autour, oui. Parce que quand même, il faut savoir ce que les femmes en pensent. Oui, le vôtre, oui. Et il a un beau pull rouge en plus, c'est bien. En général, les hommes sont en grège, en beige, en marronasse, en noir. Moi, je ne comprends rien, parce que beaucoup quand même sont écolos. Et alors, quand on est écolo, comment se fait-il qu'on continue à s'habiller en noir? Il faut prendre exemple sur les oiseaux, sur les fleurs, sur les papillons.
Je vous en prie. Il faut que la vie soit une fête permanente. Il faut faire de sa vie une œuvre d'art, même si on n'est pas artiste. J'espère que j'ai semé la bonne graine et qu'elle sera arrosée, et que la prochaine fois où je donne une conférence dans cette salle, tout le monde est en rouge, en vert, en jaune. Vous savez, les fameuses couleurs qu'on a dit criardes. Vous savez que notre... Ah oui, on me fait signe qu'il faut arrêter. Alors, lui, donc, l'origine de la guerre. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, moi, je considère que cette queue, c'est la queue du diable. Parce que c'est la queue de quelqu'un qui... un très grand comédien et qui veut bien qu'on dise que c'est sa queue. Il s'appelle Jean-Christophe Bouvet et il jouait Satan dans Sous le soleil de Satan avec Depardieu. Je ne sais pas s'il le refera aujourd'hui, mais bon, on ne sait jamais. Et donc, sa queue, je voulais surtout pas une grande queue. Je voulais une queue moyenne à la portée de toutes les bourses, tout le monde. Mais oui, parce que sinon on aurait parlé que de ça, quoi, pas à la Mapplethorpe. Donc, j'ai pris une queue moyenne. Mais alors, il faut que je vous raconte une anecdote. J'ai exposé cela dans une exposition qui s'appelait Masculin, masculin, organisée par un grand conservateur, Guy Cocheval, au musée d'Orsay. Alors moi, j'étais très, très heureuse d'avoir, bien sûr, l'origine du monde pas très loin. Et le problème, c'est qu'il y avait beaucoup d'hommes nus. Mais l'ordre de la censure, qui est toujours aussi bête, avait dit pas question de montrer des sexes qui bandent. Il fallait qu'ils pendent. C'est dingue, quoi, quand même. C'est quand même joli, hein, une remontée vers les cieux. Mais non. Alors, Guy Cocheval, qui n'était pas bête, a mis l'œuvre très très haut, comme là, comme ce soir. Alors quand un censeur arrivait, il disait « Ah non, celle-ci, ah non, vous l'enlevez, elle bande. » Mais non, vous avez mal regardé. Vous avez mal regardé. C'est parce qu'elle est haute qu'on croit qu'elle bande. Mais le sexe repose juste sur le ventre. C'est une erreur de parallaxe. Ça n'a rien à voir. Elle ne bande pas. Mais bon, il bandait, le mec. Alors, bon, eh bien, écoutez, je vais juste vous dire une phrase de Nietzsche pour conclure, avant les 2 vidéos. Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Faites-en bon usage. N'oubliez pas de venir à la performance après. Hein. Oui, mais je les stimule. No baby, no baby. No baby. No baby! No baby, no! Où sont les écolos? Où sont les écolos? Les écolos, 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 les écolos! Où sont les écolos? La terre est surpeuplée. La terre surpolluée. Surpolluée, 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 surpolluée. No baby, no! Plus de couches culottes, plus de plastique, plus de poulet, plus de vaches, plus de cochons à élever, déjection à tuer, déjection à faire bouffer, déjection.
Pas assez d'eau, pas assez d'eau, il n'y a plus d'eau. D'eau, 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 plus d'eau du tout, plus d'eau du tout. Pas de nourriture, famine. No baby, no baby, no. Trop de violence, trop peu d'éducation, trop de misère. Chômage, 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 chômage. No baby, no baby, no. Gentil bébé futur, délinquant, can, délinquant, can, violence, la terre, la société est exempte, can, futur, délinquant, no baby. Non, 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 400 000 naissances chaque jour. Vive l'avortement. 400 000 naissances chaque jour. Vive l'avortement. No baby. Vive les préservatifs. Vive l'avortement. Vive la pilule. Vive l'avortement. Vive le stérilet. Vive la pilule. Vive l'avortement. Vive l'avortement. No baby. No baby, no. Gentil bébé. Gentil bébé. No. 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 On nous a jamais demandé notre avis. On vous a demandé votre avis? Est-ce que vous voulez mourir? No. Assez! No. Assez! Assez! Ça doit s'arrêter. Depuis des millénaires, depuis des millénaires, depuis des millénaires, depuis des millénaires, on nous a jamais demandé notre avis. Assez! Je ne veux pas. Il y a trop longtemps que ça dure, que ça dure, que ça dure. Il y a trop longtemps que ça dure, que ça dure. Si vous êtes comme moi, signez cette pétition. Assez! Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas que ma famille meure, je ne veux pas, je ne veux pas que mes enfants meurent, je ne veux pas, je ne veux pas que mes amis meurent. Assez! Je ne veux pas, je veux la vie, la vie, la vie, je veux la vie. Est-ce que vous voulez mourir? Est-ce que vous voulez mourir? Je ne veux pas signer cette pétition. Nous devons réagir. Ensemble, 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 nous devons réagir. Assez! Assez! La vie ne sera plus un tueur. La vie ne sera plus un serial killer. Signez cette pétition. Est-ce que vous voulez mourir? Est-ce que vous voulez mourir? No. Assez! 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 Est-ce que vous voulez mourir? Est-ce que vous voulez mourir? Est-ce que vous voulez mourir? Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Assez! Assez! Hélas! Hélas, hélas! Hélas! Est-ce que vous voulez mourir? Je ne veux pas. Alors écoutez, je vous fais un petit surplus, bien qu'on est très en retard, mais donc la performance commencera un peu plus tard. Mais comme il y a beaucoup d'étudiants d'art, je veux absolument lire quelque chose de très important que j'ai lu beaucoup à mes étudiants, parce que j'ai été prof toute ma vie dans les écoles d'art, et qui me paraissait très très important. Alors, je trouve le papier. Alors, c'est un texte que l'on trouve en exergue dans un livre de Marcelin Plenay
qui s'appelle l'enseignement de la peinture. Alors, il y a écrit pour ce qui est d'étudier la peinture, mais on peut changer le mot peinture par le mot performance, par toutes sortes d'autres apprentissages. Pour ce qui est d'étudier la peinture, les uns préfèrent la complexité, les autres préfèrent la simplicité. La complexité est mauvaise. La simplicité est mauvaise. Les uns préfèrent la difficulté. Non, attendez. Les uns préfèrent la difficulté est mauvaise. Les uns préfèrent la difficulté. La difficulté est mauvaise. Les uns préfèrent la facilité. La facilité est mauvaise. Les uns considèrent comme noble de ne pas avoir de méthode. Avoir une méthode est mauvais. Ne pas avoir de méthode est encore plus mauvais. Rester entièrement dans la méthode est encore plus mauvais. Il faut d'abord observer une règle sévère, ensuite pénétrer avec intelligence toute transformation de cette méthode. Le but de la possession de la méthode est et revient à pas de méthode. Je te parle en français ou en español? Qu'est-ce que je fais? En español, ¿no? Pues Lo traduzco. Vale. Oui, je vous traduis. Bueno, las feministas en general pensamos que eres la artista más importante en relación a las teorías del cuerpo y a la performance. Creo que has llevado a cabo la frase que las feministas de los años 70 decían de autogestión del cuerpo. Y has llevado a cabo no solo la autogestión del cuerpo, sino la autogestión de la identidad. Es muy importante tu trabajo. Las comisarias y las críticas de arte y las artistas feministas te tenemos muy en cuenta. Como un referente, porque toda tu obra ha deconstruido los paradigmas patriarcales del cuerpo, tanto en cuanto a la normativización del cuerpo como incluso de la belleza femenina. Y esa deconstrucción ha sido muy importante en tu obra. Y también ha servido para muchas artistas y como referente para, dijéramos, muchas mujeres. Creo que es muy importante tu trabajo en el sentido de desnormativización y deconstrucción e hibridación y nomadismo de las identidades. Merci beaucoup. Muchas gracias. Narcisse n'est pas blessé. Merci Narciso beaucoup. está contento.
Plus personne. Nadie más. Buenas tardes. Estoy muy contenta, la verdad, de que la hayan traído, porque es uno de mis referentes femeninos. Y es increíble porque hace 20 años la estudié en los libros de texto y la veo ahora y para mí es algo increíble. Y tengo como la pregunta de saber, en sus inicios, cuando usted se colocó en el centro de su propio discurso, ¿cómo llegó a encontrar esa libertad? ¿Y cuáles fueron las confrontaciones que recuerda que se encontró en el camino? Je pourrais répondre très longuement, mais globalement, je pense que tout cela, c'est avant tout de l'émancipation. Et c'est extrêmement... Ah, oui. Para ello lo más importante es la emancipación. Et aussi, c'est un travail jour et nuit. Je travaille toutes les nuits, week-end compris, et aussi vacances. Si un jour quelqu'un veut me donner des cours de vacances, j'ai besoin parce que vraiment, je m'ennuie énormément en vacances, c'est pas possible pour moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de miracle, hein, c'est vraiment bosser, étudier, lire et travailler. Dice que trabaja día y noche sobre sí misma y sobre su obra, que nunca se toma vacaciones, que no sabe cómo hacerlo, que si alguien le quiere dar clases para irse de vacaciones y saber gestionarlo bien, pues que lo hagan por favor, y que efectivamente es trabajar en la emancipación constante día y noche. Et pour la liberté, et pour le féminisme, et pour la démocratie, il faut vraiment travailler chaque jour pour maintenir en équilibre ces très 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 précieux bijoux. Y para el feminismo, la democracia o la libertad es un trabajo de todos los días para mantener el equilibrio. Okay. Gracias por la pregunta. ¿Otra pregunta? Los estudiantes no hablan, ni las estudiantes. Ah, bravo. Llega el micro. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle a Orlán, porque ahora mismo hay una corriente a nivel internacional que, por ejemplo, Stellar es uno de los que comentan que el cuerpo está obsoleto y parece que nos estamos olvidando constantemente del cuerpo en prácticamente todo lo que hacemos, ¿no? Y yo quería preguntar qué opinión tiene sobre eso y nada, saber un poco qué opina. Muchas gracias. Avec Stellar, on a toujours dit les mêmes choses. On a dit effectivement que le corps est obsolète. Et effectivement, l'intelligence artificielle nous montre que nous faisons absolument plus face à la situation. Dice que con Stellar, que efectivamente han coincidido muchas veces en su discurso y que ella también comparte que el cuerpo está obsoleto y que eso también lo demuestra la inteligencia artificial, que ya no tenemos suficiente memoria ni herramientas para poder afrontar la vida contemporánea. Et effectivement, vous vous rendez compte, en 2026, pour vraiment être au point, pour comprendre où on est et ce qu'on peut faire avec, combien de livres de philosophie il aurait fallu lire,
combien de livres d'histoire et d'histoire de l'art, combien de livres de sciences et de biotechnologie, combien de livres de toutes sortes, et non seulement les lire, mais s'en souvenir, les intégrer et être capable de créer avec tout cela. On en est incapable, on est obsolète. Hoy en día, ¿cuántos libros en 2026 tendríamos que haber leído de historia del arte, de filosofía, de psicoanálisis, de ciencias? Y no solamente leerlo, sino integrarlo, tomar conciencia y ser capaz de reutilizarlo en nuestra vida y en nuestra obra, y somos absolutamente incapaces de hacerlo. Entonces, efectivamente, nuestro cuerpo y nuestra memoria están obsoletos. Et merci de me poser cette question parce qu'effectivement, je n'ai absolument pas parlé d'œuvres que vous avez vues sur en fait la disparition de certains animaux. Et moi, en fait, je mise sur une nouvelle vague de technologie qui serait capable de reconstruire tout ce qui a été détruit par les technologies précédentes. Te agradezco mucho esa pregunta porque dice que no ha podido hablar de una de las series sobre los animales que están desapareciendo hoy en día y los problemas del medio ambiente y del clima. Y dice que ella en esa serie de lo que habla es una forma de proyección de unas nuevas tecnologías que se podrían crear y que estarían justamente reconstruyendo todo lo que las tecnologías anteriores han destruido y que fuesen capaces de cohabitar con el medio ambiente, con los animales, con la naturaleza, y de qué forma podemos reinventar una nueva forma de eso, de tecnologías y de mundo. Et je n'ai rien inventé parce que déjà, par exemple, un exemple parmi beaucoup d'autres, il y a déjà par exemple des petits robots qui sont des méduses et que l'on met dans les océans pour essayer de récupérer les particules fines, en particulier de plastique. Dice que evidentemente ya no ha inventado nada y que ya existen como pequeños robots que son como medusas y que están efectivamente en el océano y que vienen a limpiar las partículas, sobre todo las de plástico. Donc j'espère qu'effectivement on va être extrêmement inventif comme on l'a été en travaillant avec les nouvelles technologies, mais il est vrai que ma position, je suis absolument contre la décroissance, un retour en arrière. Bien sûr, on peut faire attention à l'eau que l'on prend avec sa douche ou son bain, on peut faire attention à trier, à ne pas utiliser de plastique, etc. Mais avant toute chose, d'abord réfléchir toutes les fois où on met un être vivant au monde, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un écocrime. Dice que efectivamente hay que tener una conciencia ecológica e intentar llevarlo a cabo en el día a día, pero que ya la primera conciencia que hay que tener, como lo comentaba antes, era tener hijos o no, que el tener más de 2 hijos ya es un écocrime. Et donc, c'est vraiment important de se repenser, mais en même temps, je pense que la décroissance, en nous permettant plus, comme les Amish, comment ils s'appellent? Les Amish, oui. De faire quoi que ce soit avec les nouvelles technologies est absurde parce que nous sommes les seuls êtres vivants qui avons cette possibilité de nous transformer, de nous resculpter, de nous repenser, et non seulement nous, mais aussi notre environnement. Alors bien sûr, ça peut apporter le pire, hein, c'est comme avec un marteau. On peut tuer quelqu'un ou on peut construire un meuble ou une maison. Para Orlando no hay que vivir en el pasado ni en la nostalgia, y que justamente una de las grandes capacidades del ser humano es el poder transformarse, reinventarse, reesculpirse, y hoy en día gracias a las nuevas tecnologías, pero que efectivamente, como con todo, hay que tener una distancia crítica, puesto que con un martillo podemos construir una casa o matar a alguien. Así que con las nuevas tecnologías es lo mismo, se puede hacer lo mejor o lo peor, y esa es nuestra responsabilidad individual y colectiva. Je suis ni technophile ni technophobe, mais j'ai vraiment beaucoup plus peur des êtres humains que des technologies, parce qu'on voit des grands fous comme Trump ou Poutine ou et les gens qui ont beaucoup d'argent comme Musk
faire des choses absolument abominables et utiliser uniquement la force et la possibilité, et à la fois que tout ce qu'on nous montre soit faux, et d'influencer le monde entier par des algorithmes, mais aussi par de la propagande qui, effectivement, vont influencer le monde entier pour voter pour l'extrême droite. Dice que no está ni a favor ni en contra de una forma completa y absoluta sobre las nuevas tecnologías, pero que lo que sí que le da miedo son todas las personas que se esconden detrás de las nuevas tecnologías, que las crean y que meten justamente en los algoritmos la misma misoginia, racismo, homofobia, y que al final esas tecnologías van a seguir reproduciendo los mismos problemas que ya existen en la sociedad. Entonces cree que las nuevas tecnologías son una herramienta y que la herramienta no es el problema es tanto quién las hace como cómo las usamos. Y tomaba el ejemplo efectivamente de Elon Musk o de Putin o de Trump, que efectivamente lo usan de una forma terrorífica, creando falsas noticias y manipulándonos constantemente. Entonces, para ella ese es el real problema. Gracias. Una última pregunta, ¿sí? Bueno, lo primero, muchas gracias por prestarte o por tu presencia a venir aquí. Por introducir muy... Que hables más alto, por favor. ¿Eres mujer? Punto de interrogación. ¡Wow! Bueno, por dar un contexto muy breve y conciso, y pensando en que la conquista sobre la modificación del cuerpo tiene un componente también de capital y de clase, no todo el mundo puede acceder a controlarlo y a modificarse o a acercarse. Y que no todo el mundo tiene eso, esa posibilidad de acercarse al yo físico que espera. Me interesa su opinión sobre la idea o el concepto de avatar, ¿no? En el medio de lo virtual. Siendo uno que sé que a lo largo de su carrera ha ido explorando o que ha manejado de forma contextual. Y bueno, ¿y qué relación tiene o qué idea tiene sobre la idea del avatar siendo la representación del yo en lo virtual? Una representación donde personas que muchas veces fuera de esa posibilidad capital han encontrado una representación bueno, más cercana a su yo espiritual o conceptual, ¿no? Al yo que imaginan y proyectan. D'abord, il y a avatar et avatar. Donc, il y a des avatars comme ceux que je suis en train de faire actuellement qui sont des hologrammes qui sont extrêmement chers, donc qui sont aussi très difficiles à fabriquer quand on n'a pas d'argent. Dice que todo depende de qué avatar estemos hablando, que ella, por ejemplo, está trabajando ahora mismo sobre su primer holograma y que cuesta un presupuesto alucinante. Entonces, claro, ya depende también de qué tipo de avatar estemos comentando. Et puis, c'est toujours pareil, c'est qui fabrique son avatar et pour faire quoi. Y que, como siempre, todo depende de quién fabrica su avatar y para hacer el qué. Si vous appartenez à la caste des masculinistes, j'ai peur. Mais peut-être vous faites un avatar pour prêcher quelque chose qui me paraît sensé et intéressant. C'était l'idée vraiment de l'avatar C'était entre la chirurgie plastique.
C'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre. Donc, si vous voulez faire votre avatar pas cher sur Internet, moi, je n'ai pas de problème. Quant à la chirurgie plastique, il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait atteignables par des tas de personnes, même qui n'ont pas énormément d'argent. Dice que para ella no es una idea contra la otra, o cirugía plástica o un avatar, y que las dos le parecen correctas, todo depende una vez más de lo que cada uno haga con ello, y que hoy en día hay métodos de cirugía o de medicina estética más asequibles y que pueden permitir a cada uno el retransformarse o reconstruirse. Avez-vous un avatar et qu'est-ce que vous en faites? Pregunta si tienes un avatar y qué haces con él. He tenido avatares y me he ido desprendiendo de ellos como cáscara. Pero no pienso tanto en mi experiencia personal cuando planteo este tipo de cuestión, sino, por ejemplo, la experiencia de lo que son pues, bueno, personas muy cercanas dentro, por ejemplo, de la comunidad trans o queer, donde, por ejemplo, la experiencia de lo virtual fue de los primeros lugares donde pudieron encontrar una forma de estético y virtualmente representarse, una forma en la que ellos proyectaban, ¿no? O de lo que ellos entendían más cercana a su yo, pues bueno, esencial. Vive les avatars! En plus, dans avatar, il y a le mot art, tout va bien. Que en la palabra avatar existe la palabra arte en francés, avatar, art, entonces que todo va bien. Ole. Muchas gracias. Excusez-moi, on va être obligé d'arrêter parce que déjà, la performance va commencer beaucoup plus tard parce qu'il faut quand même que je vois les problèmes techniques. Donc, à tout à l'heure, j'espère. Sí, que va a haber todas las cuestiones técnicas para la performance y que os espera y que muchas gracias.